Bonjour à toutes et à tous, comme vous l'avez vu avec la fiche juste en haut, la vidéo est sponsorisée. C'est la première sponsor que je fais sur cette chaîne, j'espère que ça vous dérangera pas. Il faut savoir que cette chaîne ne m'a pas rapporté un centime depuis sa création. Et donc, voyez la sponsor comme un moyen de m'améliorer, d'acheter un petit peu plus de matériel, que ce soit des micros, des lumières, une caméra, enfin bref. J'ai essayé de faire quelque chose de sympa, voilà, une intro un petit peu à la JDG ou à la Benzaï. J'espère que ça vous plaira, vous me direz si le placement vous a plu dans les commentaires. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Quoi? Vous ne connaissez pas encore la console Argon de la boutique Retro Gaming? Mais jetez votre PS5 à la poubelle! La console Argon, c'est le futur! Enfin, le passé! Enfin, t'as compris quoi? Embarque en Recalbox 7.2.2, oui, 7.2.2, et non pas 7.2.1, 7.2.2, équipé d'un Raspberry Pi 4B, d'un processeur 4 cœurs cadencé à 1,5 GHz et 2 Go de RAM, la console Argon 256 Go, oui, t'as bien entendu, 256 Go, vous permet de jouer à 45 000 jeux. Combien? Ouais, 45 000 sur plus de 50 plateformes différentes, et le tout dans un seul boîtier minimaliste et solide. T'as de quoi jouer jusqu'à en crever. En plus, tu peux jouer avec tes potes jusqu'à 4 personnes, avec un grand nombre de manettes sans fil ou filaire, PS4, PS5, Switch, Xbox, 8 bits, etc. Et si tes potes veulent pas jouer avec toi, tu peux toujours jouer en ligne. C'est le futur du passé, cette console. La boutique Retro Gaming, c'est la référence du rétro gaming en France. On y trouve de nombreux accessoires et consoles rétro gaming. Et en plus, je vous ai dégoté un super code promo de 10 € sur chaque commande avec le code FOURMI10. Alors, n'attendez plus et jetez vos billets avec vos mains comme ça. Là j'en ai plus. En plus, 2 € est reversé à une association à chaque vente. Tu auras plus d'informations dans la description. Achète! Jeff, l'enfant tueur de sinistre réputation, est toujours activement recherché par les forces de l'ordre. Âgé de 16 à 17 ans, il mesure entre 1m70 et 1m80, a des cheveux bruns, les paupières noires, des yeux bleus, une peau extrêmement blanche et des lèvres rouge sang. La dernière fois qu'il a été aperçu, il portait un sweat à capuche blanc par-dessus un t-shirt noir, un jean noir et des chaussures de type Converse. L'adolescent serait toujours sur les routes, continuant ses exploits macabres. Pour rappel des faits, l'individu ciblerait des familles et s'introduirait dans la nuit par effraction, par les fenêtres ou par les portes mal verrouillées afin d'assassiner les enfants. Si vous apercevez cet individu, n'essayez pas d'intervenir. Ne prenez pas de risques inutiles, appelez directement la police. Nos équipes ont retrouvé la seule victime ayant survécu à l'une de ces agressions. Nous écoutons son témoignage. Je me suis réveillé après un cauchemar en plein milieu de la nuit. C'est là que j'ai vu que la fenêtre était ouverte. Je n'oublie jamais de la fermer pourtant. Je me suis donc levé pour aller la fermer, puis je suis retourné me coucher. J'avais une sensation étrange, comme si quelqu'un m'observait. En rouvrant les yeux et en passant la pièce du regard, j'ai eu la plus grosse peur de ma vie. Il y avait quelqu'un au pied de mon lit. Une personne flippante avec un regard horrible. Je voyais très peu dans l'obscurité. Seul un rayon de lune éclairait la pièce, mais c'était suffisant pour voir à qui j'avais affaire. Il avait un grand sourire immonde, maculé de sang et un air de malade mental. J'étais totalement paralysé par la peur. Je pouvais même pas dire un mot. Au bout de quelques secondes, il a prononcé une seule phrase. Il m'a dit avec une voix de fou, « Endors-toi ». J'ai réussi à crier quelques mots. Je lui ai dit de dégager. Il m'a répondu calmement, « Chut ». Puis il s'est jeté sur moi un couteau à la main. J'ai roulé de l'autre côté du lit pour l'éviter et j'essayais de le repousser. Mon père est arrivé au même moment, alerté par mes cris. En une fraction de seconde, il s'est retrouvé avec le couteau de ce malade planté dans l'épaule. C'est à ce moment-là que les voisins ont appelé la police. Mon père se battait avec l'homme dans le couloir, puis j'ai entendu un bruit de verre et une sirène de police. Mon père était mourant, allongé dans le couloir, les mains sur le couteau planté dans son épaule. Il serait sûrement mort si les flics étaient arrivés plus tard. Je n'oublierai jamais ce regard froid et mauvais, ce sourire psychotique, cette abomination qui a voulu me tuer. Il ne quittera plus jamais mon esprit. Vous l'aurez compris, nous allons parler de l'effroyable histoire de Jeff, le tueur. Avant toute chose, nous allons devoir revenir à l'origine de cette histoire. Pourquoi Jeff est devenu un psychopathe? Vous savez maintenant qu'il court toujours dans la nature et qu'il tue des enfants. Mais quel a été le point de rupture? Comment est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui? Laissez-moi vous raconter son histoire.
Jeff a environ une quinzaine d'années lorsqu'il emménage dans un nouveau quartier avec ses parents et son petit frère, Loïc. Comme son père a eu une promotion au travail, ils peuvent emménager dans un nouveau quartier un petit peu plus aisé et ils se rapprochent du travail de leur père. Lors de l'emménagement, ils sont accueillis par Inès et son fils Thomas, c'est les voisins d'en face, et de fil en aiguille, Inès les invite à l'anniversaire de Thomas qui se déroulera dans quelques semaines. Jeff et Loïc sont pas ultra emballés par l'idée, mais leur mère s'impose et leur dit que ça serait bien pour eux qu'ils fassent des efforts et qu'ils essayent de s'intégrer dans cette nouvelle communauté. Jeff le prend un peu mal, il décide de monter bouder dans sa chambre, et il va ressentir un feeling assez bizarre, une émotion où il n'arrivera pas à poser des mots dessus, il ne sait pas trop ce qui se passe, mais il ressent un truc assez profond. Le lendemain matin, toute la famille est réunie autour de la table pour le petit déjeuner. Jeff a toujours ce sentiment un petit peu bizarre, il n'arrive toujours pas à poser des mots dessus, mais ça s'est amplifié et c'est encore plus fort qu'hier soir. Il se prépare avec son petit frère pour aller à l'école et ils sortent de chez eux pour aller à l'arrêt de bus qui est quelques rues plus loin. Sur la route, ils vont se faire racketter par 3 jeunes de la même école, Kevin, Jason et Dylan. Il leur explique que pour prendre le bus, il va falloir payer. C'est comme ça dans le quartier, ils rackettent tous les nouveaux. Loïc n'accepte pas de se faire racketter, il s'énerve un petit peu, s'avance vers Kevin, mais il s'arrête net lorsqu'il voit qu'ils ont tous les 3 des couteaux. Les 3 compères s'approchent de Loïc, lui volent son argent, et ça met Jeff dans une colère incroyable. Il a de nouveau ce sentiment bizarre au fond de lui, mais il n'arrive toujours pas à poser des mots dessus, et ça devient vraiment incontrôlable. Il demande à Kevin de rendre l'argent à son petit frère, et avant qu'il ait le temps de répondre, il lui décoche un coup de poing dans le nez. Kevin est KO, Jason et Dylan se précipitent vers lui pour lui venir en aide, mais Jeff est plus rapide qu'eux et se précipite sur le couteau que Kevin a lâché, il le récupère et poignarde Dylan dans l'avant-bras. Loïc est complètement sous le choc de la scène qui vient de se produire devant ses yeux, Jeff le prend par le bras et ils fuient ensemble le plus loin possible. Ils arriveront à l'école en retard et passeront une journée de cours assez classique, à un détail près, Jeff aura de nouveau ce feeling, sauf que cette fois, il aura également un plaisir intense. Il s'est carrément senti puissant, et même heureux d'avoir fait du mal à ces 3 brutes. Il sait pourtant qu'il ne devrait pas ressentir ça, mais c'est plus fort que lui, il n'arrive pas à l'expliquer. C'est la fin de la journée d'école, Jeff et Loïc rentrent à la maison, leurs parents leur demandent comment s'est passée la journée, Loïc fait profil bas et monte directement dans sa chambre. Jeff par contre va dire que c'était une journée merveilleuse. Le lendemain matin, quelqu'un sonne à la porte. Jeff descend en trombe et a la surprise de voir sa mère en train de discuter avec 2 policiers. Sa mère lui jette un regard absolument horrible, et avant que quiconque ait le temps de parler, Jeff regarde sa mère et lui dit qu'ils n'ont fait que se défendre. Ils se sont fait attaquer, c'était de la légitime défense. Les policiers expliquent alors qu'ils ont retrouvé 3 jeunes blessés dont un poignardé dans l'avant-bras, et des témoins affirmeraient avoir vu Jeff et Loïc s'enfuir à toutes jambes. La mère de Jeff lui demande donc d'aller chercher Loïc illico, mais il refuse de le faire parce qu'il sait que c'est lui qui a agressé ces 3 personnes, et il veut pas mêler son petit frère à ça. Jeff commence donc à expliquer aux policiers que tout est de sa faute, que c'est lui qui a fait du mal à ces 3 brutes, que c'est lui qui a poignardé Dylan, que Loïc a essayé de le retenir mais qu'il n'a pas réussi. Ils sont plutôt convaincus par ses aveux, mais Loïc débarque dans la cuisine avec un couteau, et il crie, il dit que c'est lui qui a agressé les jeunes avec ce couteau-là. Les policiers sortent leurs armes et les braquent sur Loïc, l'immobilisent instantanément, et ils sont convaincus que c'est lui qui a fait du mal, ils l'emmènent au commissariat pour le placer en correctionnel. Plusieurs jours passent, toujours pas de nouvelles de Loïc, il est toujours en correctionnel. Jeff a de plus en plus ce sentiment bizarre qui grandit au fond de lui, il va se battre avec d'autres adolescents du quartier, il va commencer à traîner un petit peu à droite et à gauche, s'isoler énormément, il tourne mal. Un matin, sa mère rentre dans sa chambre, elle ouvre les rideaux et elle lui dit de se réveiller. C'est le jour J. Jeff comprend pas trop de quel jour il s'agit, et sa mère lui dit que c'est l'anniversaire de Thomas, le fils de leur voisine Inès, et que la fête est aujourd'hui. Elle lui demande d'aller se préparer et de bien s'habiller, mais Jeff proteste, il a absolument pas envie d'y aller et il ne fait absolument aucun effort. Il va simplement prendre un sweat blanc, un pantalon noir et des Converse noirs. Lorsqu'il descend dans l'entrée, il trouve ses parents tirés à 4 épingles, sa mère est dans une robe magnifique, son père dans un costume très élégant. Il lui reproche un petit peu de ne pas avoir fait d'efforts sur son apparence physique, mais c'est pas grave. Ils traversent la rue et ils y vont, comme ça. En arrivant chez ses voisins, Jeff découvre que c'est une sorte de garden party, tout le monde est à l'extérieur, d'un côté il y a les jeunes, de l'autre côté il y a les adultes, tout le monde est bien habillé, tout le monde essaye de donner bonne impression, il fait un petit peu tâche dans ce décor, mais il est très vite accueilli par un groupe de jeunes, et ça semble bien se passer, il s'amuse avec eux, il discute,
Il en arrive même à oublier son frère, qui est toujours en correctionnel, et ça lui fait un bien fou de penser enfin à autre chose. Malheureusement, ça ne va pas durer. Au bout de quelques minutes, 3 jeunes débarquent dans la fête en passant par la palissade du jardin. Kevin, Jason et Dylan. Kevin repère directement Jeff, qui s'approche de lui et lui dit « Salut Jeff, on n'avait pas fini notre affaire la dernière fois ?» Jeff le regarde un petit peu étonné et lui répond « Je pense qu'on est quitte. Je vous ai frappé et vous avez envoyé mon frère en correctionnel. » Dylan, qui s'est fait poignarder quelques jours plus tôt par Jeff, vrille totalement, une grande colère l'envahit, il sort un couteau de sa poche et se jette sur Jeff. Pris de court, Jeff n'a pas le temps de réagir, il se retrouve avec un couteau planté dans l'épaule. Sous le choc et désorienté, Jeff perd l'équilibre et se fait traîner à l'intérieur de la maison par les 3 brutes qui sont passés par la porte du derrière. À l'abri des regards, le trio va donner des coups à Jeff qui est cloué au sol, jusqu'à ce qu'une poussée d'adrénaline le sorte de sa torpeur. Il arrive à se remettre sur pied, à parer quelques coups et à pousser Jason sur ses 2 acolytes. Profitant de la situation, il part se réfugier dans la cuisine, mais il est suivi de près par Kevin qui a réagi plus vite que ses 2 compères. En meilleure forme que Jeff, il va avoir le temps de saisir une bouteille sur un meuble à l'entrée de la cuisine et de l'exploser sur le crâne de Jeff. Jeff est complètement sonné, il est de nouveau désorienté, il s'effondre à nouveau. Ils vont ensuite le traîner dans le salon et continuer à le marteler de coups jusqu'à ce que son visage soit complètement recouvert de sang. Et encore plus horrible que les coups, Kevin va se mettre à provoquer Jeff. Mais il va le provoquer vraiment d'une manière absolument horrible. En plus des insultes, il va lui dire « Tu n'as pas honte de rester là à rien faire, alors que ton frère est enfermé? Tu préfères rester là, à pourrir, sans rien faire ?» C'en est trop pour Jeff. Ce sentiment si étrange qui le tiraille depuis des semaines explose en lui. Jeff se relève, le visage en sang, les habits imbibés d'alcool. Il va saisir un bout de verre qui était à côté de ses pieds et va sauter sur Kevin et lui perforer le cœur avec ce bout de verre. Il va pas seulement s'arrêter là, puisqu'il va continuer pendant de longues secondes à le marteler de coups, déchirant la chair avec le verre. Prenant conscience de ce qu'il est en train de faire, Jeff ressent un intense plaisir qui va même lui décrocher un sourire malsain. Il va ensuite se retourner vers Dylan et Jason qui vont à leur tour sortir des pistolets, mais avant même qu'ils aient le temps de les braquer sur lui, Jeff va prendre l'escalier et va partir se réfugier dans la salle de bain à l'étage. Arrivant en premier dans la salle de bain, il va avoir le temps de planifier un piège, il va décrocher du mur le porte-serviette et va se tenir près de l'entrée. Les 2 poursuivants arrivent, et une fois engagés dans la salle de bain, Jeff lance alors le porte-serviette, Jason va réussir à l'éviter, mais Dylan n'aura pas le temps et le prendra en pleine tête, lui fracturant le crâne sur le cou. Il tombe net, une flaque de sang se dessinant au sol. Jeff a de nouveau un sourire qui se transforme en petit rire lorsqu'il voit Dylan gisant inconscient dans une mare de sang sur le carrelage de la salle de bain. Jason va profiter de ce petit moment d'inattention pour empoigner Jeff et le plaquer contre le mur du fond. Ça va faire tomber la bouteille d'eau de Javel qui est sur l'étagère au-dessus de leur tête et Jeff va en recevoir une quantité importante sur le visage, brûlant complètement sa chair et la rendant blanche. Jason va reculer très vite, voyant que Jeff est en train de crier à plein poumon, le liquide sur son visage est en train d'agresser sa peau, et au même moment, Jason va avoir l'idée de sortir un briquet et de l'allumer. La seule chose que Jeff aura le temps de faire avant de brûler, c'est d'ouvrir grand les yeux. Se débattant contre les flammes, Jeff va sortir de la salle de bain, tomber et rouler dans l'escalier pour atterrir dans le salon, et à partir de là, la seule chose dont il se souviendra, c'est de voir quelques adultes alertés par les bruits et par les enfants à l'extérieur, en train d'essayer d'éteindre les flammes qui le consument. Jeff va alors plonger dans un profond coma. Plusieurs semaines passent, on se retrouve à l'hôpital dans la chambre de Jeff. Jeff reprend connaissance après de très longues semaines de coma, il s'aperçoit qu'il ne peut pas voir ni bouger son corps, il est recouvert d'un épais bandage et il a pas mal de plâtre tout le long de son corps. Sa mère lui expliquera alors que beaucoup de témoins ont vu Jeff se faire agresser à l'extérieur du jardin d'Inès et se faire traîner dans la maison, et ça constituait assez de preuves pour faire sortir Loïc de correctionnel. Jeff est satisfait pour son frère, malheureusement il ne peut ni parler ni bouger et passera encore de longues semaines à se remettre de ses blessures. C'est enfin le jour J, les bandages de Jeff vont être enlevés. Pour l'occasion, tout le monde s'est réuni dans la petite chambre d'hôpital. Loïc est venu avec ses parents et le chirurgien explique qu'il va devoir enlever les bandages, qu'il avait été très compliqué de reconstruire le visage de Jeff. Et lorsque la dernière bande est enlevée du visage de Jeff, sa mère est la première à réagir. Elle hurla d'horreur. Son père et son petit frère sont un peu plus calmes, mais on voit sur leur visage qu'ils sont tout de même choqués.
Jeff veut savoir naturellement ce qu'il en est, il commence à les interroger, mais personne ne semble vouloir lui répondre. Il va alors se lever lentement et se diriger vers la salle de bain pour aller observer son nouveau visage. Arrivé devant le miroir, il comprend la réaction de ses proches. Son visage était horrible. Ses lèvres avaient brûlé, remplacées par une ombre rouge, la chair à vif. Sa peau avait totalement blanchi et ses cheveux avaient pris une teinte noire des plus sombres. Tout doucement, Jeff toucha son visage, le parcourant de ses doigts. Sa peau avait un toucher dur comme du cuir. Il regarda sa famille, le miroir, à nouveau sa famille, puis il leur dit « C'est merveilleux ». Personne ne comprend sa réaction. Jeff les regarde à nouveau, un grand sourire aux lèvres, et il leur dit « C'est parfait, je suis magnifique ». Jeff n'était clairement plus le même. La famille de Jeff va alors demander au docteur dans le couloir si sa réaction est normale. Le docteur va leur expliquer que, ayant pris beaucoup d'antidouleurs, etc., la réaction est peut-être normale. Il va quand même falloir le surveiller pendant plusieurs semaines, et si rien ne change, il faudra lui faire passer des tests psychologiques pour savoir si tout va bien. Une fois rentré à la maison, dans cette même journée, la mère de Jeff va se réveiller dans la nuit, alertée par un bruit en provenance de la salle de bain. En se rapprochant, elle a l'étrange impression d'entendre des pleurs. Elle rentre lentement dans la salle de bain et assiste à un spectacle absolument horrible. Jeff était face au miroir, un couteau de cuisine à la main. Il s'était entaillé les joues pour former un sourire. Sous le choc, elle lui demande « Jeff, qu'est-ce que tu fais ?» Et Jeff lui répond « Je n'arrivais plus à sourire, maman. Ça me faisait trop mal. Mais maintenant, je vais pouvoir sourire à tout jamais. » Elle remarqua aussi que ses yeux étaient cernés de noir. « Et qu'as-tu fait à tes yeux ?» J'étais fatigué, mes yeux se fermaient. Alors j'ai décidé de brûler mes paupières pour ne plus jamais qu'ils se ferment, pour pouvoir continuer à regarder mon visage magnifique. La mère de Jeff recula lentement de plusieurs pas, et Jeff lui demande alors « Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu ne me trouves pas jolie ?» Toujours en reculant, sa mère va lui dire qu'il est très beau, mais qu'elle va tout simplement aller réveiller son père pour que lui aussi puisse venir voir son beau visage. Elle part en courant, secoue son mari, lui dit « Chérie, prends ton fusil, Jeff n'est pas normal ». Mais c'est trop tard. Jeff se tenait dans l'encadrure de la porte, le couteau de cuisine dans la main, et il cria « Tu as menti, maman !» C'est la dernière chose que ses parents entendirent. Loïc fut réveillé par un cri, mais n'ayant pas entendu d'autre bruit, il essaya de se rendormir. Au bout de quelques minutes, il va avoir le sentiment d'être observé. Il va alors ouvrir les yeux et parcourir la pièce du regard. Il va alors voir son grand frère à côté de lui, un couteau de cuisine levé au-dessus de sa tête. Loïc va alors commencer à paniquer. Il va alors lui mettre un doigt devant la bouche en lui disant « Chut, rendors-toi ». Et la suite de l'histoire, vous la connaissez. Jeff court toujours les rues, la police n'arrive pas à mettre la main dessus et les crimes continuent. Êtes-vous sûr d'avoir bien verrouillé vos portes et vos fenêtres? Voilà, j'espère que cette creepypasta vous aura plu. On s'est donné beaucoup de mal pour la faire, on a amélioré un petit peu la qualité globale, que ce soit la mise en scène, l'écriture, les lumières. J'espère que nos efforts vous plaisent. Je remercie énormément Alex qui m'a filé un coup de main pour l'intro de la vidéo, et encore merci à Jackie Boy qui a encore fait des merveilles avec la musique. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Moi je vous dis à très bientôt, c'était Fourbi, bisous.